Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format Voyage au Japon. Et pour cette 7e émission sur le sujet, j'ai le plaisir de la partager avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, c'est clairement pas le sujet le plus distrayant ni le plus fun que l'on ait fait jusque-là, mais c'est un passage obligatoire et nous allons parler donc de l'assurance et l'assistance pour un séjour au Japon. Oui, il est toujours préférable de prévoir la question autour de la santé avant qu'on soit au Japon et donc pendant la préparation de son voyage. Comme ça, si on a des problèmes sur place, on sait mieux comment réagir. Et puis il y a toujours cet adage qui nous dit que ça n'arrive qu'aux autres, et en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. Malheureusement, ça peut aussi nous arriver. Et le mieux on est préparé, le mieux ça se passe. Et comme on le dit très souvent dans ce format de podcast, le voyage au Japon, c'est quelque chose qui est très accessible, mais en même temps, ça se prépare bien en amont. Et donc, on va essayer de vous apporter toutes les billes aujourd'hui pour pouvoir mieux comprendre et mieux cerner les questions à se poser autour des assurances, justement. Oui, et donc on sera sur un article en particulier sur le site de Kanpai, qui est donc l'article Assurance et assistance pour le Japon. Donc c'est cet article qu'on va dérouler un peu aujourd'hui dans notre émission. Exactement, donc on va commencer par aborder le sujet de pourquoi s'assurer au Japon pour son voyage. Ensuite, on va parler des cas de l'assurance par carte bancaire ou en passant par les compagnies d'assurance. Et enfin, quelque chose d'un peu plus général pour bien se préparer à la question de la santé avant de partir, on vous donnera quelques informations. Exactement. Et donc en préambule, quelques généralités avant de se lancer. Le fait que par exemple, contracter une assurance dans le cadre d'un voyage au Japon, ce n'est absolument pas obligatoire aujourd'hui, même si c'est fortement recommandé, on est là aussi pour en parler. Et donc ce n'est pas obligatoire, contrairement à d'autres destinations où pour des raisons de sécurité ou des raisons de conditions sanitaires, l'obligation va être actée. Enfin, il y a quelques temps, c'était obligatoire pour le Japon. Oui, en fait, pendant la période juste après la réouverture des frontières, donc en octobre 2022, il y a eu toute une période où, en fait, quand la triple vaccination anti-Covid était obligatoire, l'assurance voyage l'était également. Et il fallait aussi avoir une attestation comme quoi on venait d'une agence de voyage également qui était une agence de voyage reconnue par le Japon. C'était le cas donc pendant quelques mois à la réouverture en octobre 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, ça a été levé avec toutes les mesures sanitaires qui ont été levées en mai 2023, si je me souviens bien. Donc maintenant, on est revenu à un statut avant Covid, donc où c'est pas obligatoire, mais quand même assez fortement recommandé, vu l'éloignement du pays et le fait qu'on est du coup hors Europe. Et donc notre carte vitale et notre carte d'assurance européenne de maladie ne fonctionnent pas. Et donc tous les frais de santé, on va devoir les avancer quand on est sur place. Et ils peuvent être assez élevés s'il nous arrive quelque chose d'assez important. Et ça, c'est quelque chose, quand on est un peu français, on a moins l'habitude d'avancer les remboursements. Et c'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance. Prévoir à l'avance, et comme tu nous le disais, donc il y a l'éloignement, il y a aussi peut-être la barrière de la langue, oui. Le fait que si on part et que sur place on n'a pas de guide ou qu'on n'a pas de contact en particulier, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on conseille de bien se renseigner en amont pour se préparer au mieux aux urgences s'il y a besoin. Exactement. Le Japon, en règle générale, c'est évidemment un pays sanitairement sûr, donc il n'y a pas de vaccin obligatoire. Il y a des commissions qui peuvent en préconiser certains pour les personnes qui vont partir en PVT ou en VIE par exemple. Votre calendrier vaccinal va suffire, celui que l'on a en France et en Europe, mais c'est vrai que pour une prolongation de séjour, pour du travail par exemple ou des études, ça peut être recommandé face à l'encéphalite japonaise dans les contrées un peu plus rurales du Japon. Oui, voilà, dans le cas de séjour long et rural, ça va être un vaccin qu'on recommande et qui est assez particulier au Japon. En revanche, tous les autres vaccins que vous faites toute l'année, au cours de votre vie pour vous protéger, fonctionnent très bien au Japon et on n'a pas besoin de faire de vaccin en supplément. Et par rapport aux conditions sanitaires, c'est un pays où on peut également sans risque boire l'eau du robinet. Si vous êtes malade, il est conseillé, comme on fait déjà là-bas, de porter un masque. C'est des choses qui se trouvent, vous voyez que maintenant en France on les trouve facilement également, mais au Japon c'est quelque chose que vous trouvez dans toutes les petites supérettes, les drugstores, etc. Voilà, et qui existe depuis des années, bien avant le Covid. Quand on avait un rhume et qu'on toussait, on mettait un masque, notamment dans les transports en commun et tous les endroits publics pour éviter la transmission. Et donc c'est un pays où il n'y a pas de risque plus qu'ailleurs, même quand vous mangez du poisson cru, ce qui se fait beaucoup dans la tradition japonaise, tradition culinaire, eh bien il n'y a pas plus de risque là-bas qu'ici.
Non, ils sont même plutôt assez habitués à gérer ce type de nourriture vu qu'ils en mangent beaucoup. Donc en général, la chaîne du froid, elle est assez respectée, voire très bien respectée. Après, le risque zéro n'existe jamais. Donc vous pouvez tomber sur un jour un restaurant qui n'est pas très frais. Mais franchement, ça ne sera pas du tout la majorité. Et en général, le Japon est un pays vraiment sûr pour voyager au niveau sanitaire. Vous avez vraiment très peu de risques. C'est en fait comme en Europe et comme en France. Et donc, ce qui nous préoccupe, entre guillemets, le plus, ça va être plutôt les blessures physiques, donc tout ce qui va être lié aux accidents. Un bras cassé, une jambe fracturée, par exemple. Même si c'est vrai que la manière de se déplacer au Japon fait que c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Comme tu disais, le risque zéro n'existe pas. Non, parce que le Japon, c'est un pays quand même qui est très protecteur, et même tous les chemins de randonnée, en général, ils sont très bien balisés. Enfin, en tout cas, ceux qu'on recommande pour les touristes, ils sont bien balisés. Souvent, on annote notre présence dans un carnet, donc ils savent en fait qui est sur le chemin. Donc si jamais on vous voit pas revenir, on va essayer d'aller vous chercher. Donc il y a vraiment très peu de risques, mais le risque zéro, comme toujours, n'existe pas. Et donc, on peut faire une mauvaise chute et se faire mal à la jambe ou au bras. J'y pensais aussi, il y a tout ce qui est lié à la dentition, enfin au mal de dents, on va dire. Oui. C'est des choses qui ne préviennent pas. Donc, si vous devez consulter en urgence un dentiste, on sait à quel point les dents sont douloureuses parfois. Donc, ça peut être pris en charge aussi. Oui, voilà, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas du tout prévu et qui est hors voyage. Et enfin, à noter, et ça on en a déjà parlé dans le podcast lié aux saisons, ça va être tout ce qui est en relation avec le climat, notamment les allergies, puisqu'il y a quand même pas mal d'arbres ornementaux au Japon, les cèdres par exemple, les pins qui peuvent, sans que vous le sachiez, vous offrir de belles allergies sur place. Oui, en fait, leur profusion fait que les pollens dégagés sont assez importantes en termes de quantité, et donc vous pouvez déclarer des allergies que vous ne connaissez pas parce que le pays a une végétation qui est spécifique et en général assez dense. Donc ça peut arriver, c'est des choses qu'on voit souvent chez les personnes qui partent pour un long séjour en VIE ou pour des études ou pour un PVT, et en fait ils se retrouvent à faire des allergies. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et sur le climat, l'été, ça peut être les coups de chaleur, puisqu'il fait quand même très chaud et très humide. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Donc, il faut bien se renseigner. Et puis aussi, du coup, tout ce qui est l'impact du taux d'humidité sur notre corps, donc la circulation sanguine, le fait que des fois, on ait un peu mal aux jambes ou aux mains, etc. Donc, on conseille toujours de rester informé de la météo de son séjour et de se préparer avant de partir, suivant la saison à laquelle on part, d'apporter des petites affaires avec nous qui nous feront du bien sur place. Et donc voilà, c'est des choses qui peuvent nous amener à faire une consultation au Japon d'un médecin par exemple, donc ça on y reviendra, et c'est des choses qui peuvent être prises en charge par les assurances justement. Voilà. Et donc on va commencer avec pourquoi on s'assure pour partir au Japon. Eh bien, donc comme on le disait tout à l'heure, ça peut être lié à des frais de santé qui vont être importants, notamment s'il y a des frais médicaux, des frais d'hospitalisation, d'opération par exemple. Ça peut être également lié à des choses qui vont aller un peu plus loin, plus compliquées, comme des frais de rapatriement liés à une maladie importante qui se déclare sur place par exemple, ou le cas d'un décès d'un des voyageurs. Oui, il y a le cas extrême qui peut malheureusement arriver, mais qui n'arrive quand même pas tous les jours, heureusement. Donc les choses que l'on vient d'évoquer, on va dire que c'est dans la conscience collective, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent sur place, donc là on peut comprendre pourquoi prendre une assurance, mais il faut également penser qu'on peut parfois malheureusement avoir besoin d'annuler en amont son voyage que l'on aura préparé en avance, du fait de choses qui peuvent intervenir comme la déclaration d'une maladie, un décès dans la famille par exemple, ou alors quelque chose qui arrive aussi, on va dire fréquemment, c'est les cas de grossesse qui vont nous invalider pendant le voyage, puisqu'on n'avait pas prévu forcément cette grossesse, et que le voyage qui est validé lui, où vous avez acheté vos billets d'avion, etc., peut-être réservé déjà vos hôtels, il va falloir l'annuler puisque sur la fin de grossesse, le trajet en avion ne sera pas possible par exemple. Oui, voilà, je pense que c'est au-delà de 7 mois de grossesse, les vols long courriers ne sont pas recommandés pour faire du tourisme. Pour certaines raisons importantes, oui, mais pas pour du tourisme. Et donc tout ça, ça va être à bien checker avec votre assurance, on y reviendra, puisque ces éléments qui vont devoir faire parfois annuler le séjour en amont, il faut bien les connaître aussi avant de souscrire à une assurance. Oui, évidemment, il y a toujours plein de petites conditions qu'il faut remplir et pour savoir si cette explication est couverte ou pas par votre assurance voyage et peut du coup avoir un remboursement de votre séjour. Et enfin, on peut aussi voir des assurances qui vont prendre en compte le remboursement des bagages en cas de perte ou de vol. Et donc ça, ce sera également à lire entre les petites lignes. Oui, voilà, il y a certaines formules d'assurance qui proposent ça.
Il y a aussi les compagnies aériennes qui proposent aussi un remboursement quand vos bagages ont été retardés, par exemple lors d'une escale, ou alors que votre bagage a été perdu. Mais c'est pareil, c'est à l'appréciation de tout le monde. Et après, les taux de remboursement ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est bien de se renseigner et c'est bien des fois d'avoir même plusieurs formules d'assurance. Comme ça, on est sûr d'être remboursé le plus possible. Est-ce que tu pourrais nous dire pour qui vaut ces assurances, justement? Eh bien, pour tout le monde, vu tout ce qu'on a déjà expliqué, je pense que voilà, ça concerne tout le monde. Donc, aussi bien les personnes qui partent en court séjour, donc pour faire du tourisme, même 2 semaines au Japon, que pour ceux qui partent s'installer plus longtemps, donc dans le cadre d'études, de PVT ou d'un travail en tant qu'expatrié. En général, de toute façon, ce sont des formules qui sont comprises dans des packs quand on part en expatrié, qu'une entreprise, en fait, nous propose un travail, elle va s'occuper aussi de cette assurance voyage et cette assurance, je veux dire, de voyage et de vie à l'étranger. Et dans ces cas-là, il faut se renseigner aussi quel est le contenu de cette assurance. Et pour tous ceux qui partent sur le voyage au Japon en tant que touristes, on va évidemment recommander en priorité les familles avec enfants ou avec des personnes fragiles, évidemment, parce que c'est là où le risque lié à la santé peut être le plus important et que si on a besoin de consulter un médecin sur place, mieux vaut être bien protégé en avance. Ah oui, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment, et ça on le redira, le but c'est aussi de se préparer à l'urgence, puisqu'on est dans un pays lointain et où la barrière de la langue peut vite peut-être nous bloquer, puisque l'anglais n'est pas forcément la langue très parlée non plus de l'archipel. Oui, pas forcément par les Japonais et ni parfois pas par les Européens non plus. Donc voilà, il faut savoir un peu comment ça se passe. Après, le Japon dispose quand même d'un service médical développé avec des hôpitaux, des cliniques, des médecins, etc. Donc vous serez soigné. Le but du jeu, c'est d'être bien soigné et de bien se comprendre et de bien être pris en charge. Oui, ça, on y reviendra pour la dernière partie, justement, les petites astuces pour bien se préparer. Oui. Et donc, on peut enchaîner sur notre seconde partie. Donc, comment on s'assure? Donc, généralement, on va passer par les cartes bancaires ou alors via des compagnies d'assurance. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup des cartes bancaires multiservices, par exemple? Oui, voilà. Donc, en fait, les cartes bancaires qui ont par défaut une assurance voyage qui est incluse dans leur service, ce sont les cartes qu'on dit multiservices. Donc, de type Visa Premier, Mastercard Gold, Infinite Platinum, American Express ou Amex. Donc là, on vous en a cité quelques-unes, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est toutes ces cartes bancaires qui sont multiservices. Elles incluent donc une assurance voyage en cas de déplacement à l'étranger. Donc, ça vaut pour vous protéger en termes de vol de carte bancaire et aussi pour tout ce qui est l'assurance voyage liée à des problèmes de santé ou des accidents, etc. Donc, il faut se renseigner évidemment auprès de son organisme bancaire pour savoir comment on est couvert avec sa carte bancaire en cas de voyage à l'étranger. Et en général, plus la carte est chère, plus les montants garantis sont élevés et aussi les prises en charge sont étendues. C'est-à-dire plus vous êtes protégé sur plein de situations différentes qui peuvent vous arriver. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner de ce que propose votre carte bancaire avant de partir en voyage. Sachant que même pour la même carte bancaire, eh bien, selon ce que vous allez débourser pour la même statut, en fait, ce que couvre l'assurance va pouvoir évoluer aussi, va pouvoir prendre encore plus de choses à sa charge. Oui. Et si on n'a pas de carte bancaire, ou en tout cas si la carte bancaire ne couvre pas assez notre voyage, eh bien on peut alors se tourner vers des compagnies d'assurance qui vont être des compagnies spécialisées et qui proposent généralement des formules tout compris. Là également, il va falloir bien se renseigner auprès de ces compagnies-là, on va vous en évoquer quelques-unes, et bien lire les petites lignes du contrat. Oui. En fait, sur l'article, donc sur le site de Kanpai, ce qu'on vous disait en début, donc l'article Assurance et assistance pour le Japon, on suggère, nous, 3 compagnies d'assurance avec lesquelles on a établi un partenariat où on a étudié leurs formules et leurs prix. Et pour nous, elles nous semblent totalement adaptées à un voyage au Japon. Donc les 3 compagnies, c'est Avis, Shapka Direct et Alliance Travel. Et si vous voulez avoir un peu leur comparatif, vous allez sur notre site internet, on a un tableau. Et en fait, à la fin du tableau, vous pouvez cliquer sur des liens. Donc c'est des liens de partenariat et vous avez des formules spécialisées pour un voyage au Japon. Et donc ça, bien les comparer les unes aux autres grâce au petit tableau justement. Oui. Et enfin, on va pouvoir vous donner quelques astuces pour bien préparer votre voyage concernant la question de la santé et limiter un maximum les frais. Et pour terminer, Marjorie, on va aborder quelques conseils pour bien se préparer au niveau de la santé avant de partir au Japon. Comme par exemple, lister les hôpitaux ou les cliniques qui vont être dans le coin là où vous allez séjourner,
en plus de ça avec des médecins qui peuvent parler anglais par exemple. Oui, en général, c'est les sites officiels, soit de l'ambassade, soit des sites officiels de conseil aux expatriés français au Japon ou européens au Japon. Et en fait, ils vont vous lister tous les hôpitaux, toutes les cliniques avec les noms des médecins qui peuvent parler anglais et donc accepter, on va dire, une clientèle, si je puis dire comme ça, étrangère plus facilement. Et donc ça va être bien aussi pour des catégories professionnelles comme les pédiatres par exemple, ou aussi, même si ce n'est pas des médecins, des ostéopathes, etc., si on sait qu'on peut en avoir besoin sur place. Oui, voilà, on a la spécialité de chaque médecin à chaque fois qui est précisée, donc c'est vrai que c'est pratique. Et donc, tout à l'heure, on parlait des assurances, c'est l'objet de notre podcast. Et si on doit partir au Japon, eh bien, comment les contacter au plus vite? N'hésitez pas à vous noter leur mail, leur téléphone, savoir comment vous pouvez les contacter aussi depuis l'étranger, justement avec un WhatsApp ou autre, si ça se fait. S'ils ont des chats en ligne, etc. Et puis aussi, du coup, une fois que vous avez choisi votre formule d'assurance voyage et d'assistance, eh bien, listez quelque part dans vos papiers en fait, les situations et les services qui sont couverts par votre assurance voyage. Comme ça, si ça vous arrive, vous allez savoir en fait directement si ça rentre bien dans le cadre de votre assurance et ça va être pour vous un gain de temps important. Et il y a aussi des assurances, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais qui peuvent proposer des services de traduction, c'est-à-dire vous donner en fait un numéro en ligne, vous pouvez appeler et vous aurez un interprète. Si jamais vous ne trouvez pas de médecin qui parle anglais, eh bien vous pouvez peut-être avoir accès à un service de traduction en ligne et à la demande si vous en avez besoin sur place. Ça existe aussi. Parce que là, pour le coup, Google Trad, c'est très bien pour la situation facile, mais c'est vrai qu'en cas d'urgence, si on a besoin de faire un rendez-vous à l'hôpital ou au médecin, par exemple, ben là, peut-être qu'on peut avoir quelqu'un en direct qui va faire l'intermédiaire. Oui, avec un vocabulaire plus précis, adapté, du coup, adapté. À connaître également les numéros d'urgence au Japon, avec par exemple le 119 pour les urgences, ambulances, et le 110 pour la police. Oui, voilà, ça c'est les numéros de téléphone comme chez nous, le 17 et le 18. Et c'est bien de le savoir en fait avant de partir. On ne sait jamais si on a un problème et qu'on a besoin d'appeler en urgence. C'est les deux numéros, donc le 119 en priorité pour la santé et le 110 pour la police. Et pour limiter tout rendez-vous chez le médecin, on peut aussi bien se préparer avec une trousse d'urgence adaptée. Donc ça, les pharmaciens peuvent vous aider à la concevoir. Et vous pouvez également aussi mettre tout ce qui va être lié à la bobologie, tout ce dont vous savez que vous aurez sans doute besoin sur place, pour les mal de ventre, pour les mal de tête, etc., tout ce qui est passager, eh bien c'est des choses que vous pouvez faire en amont pour ne pas avoir à le faire sur place, notamment du fait que les médicaments ne sont pas les mêmes et n'ont peut-être pas aussi les mêmes effets. Oui, voilà, en fait, tout ce que vous savez qui fonctionne sur vous et qui peut être adapté à la saison à laquelle vous allez partir. Donc, je pense en ce moment à tout ce qui est spray pour le nez bouché, pastilles pour la gorge, puisque nous sommes en hiver et que du coup, on peut attraper un rhume. Si vous avez l'été plutôt de la crème solaire, de l'anti-moustique ou des répulsifs ou des crèmes apaisants post-solaire si vous avez des insolations, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez prévoir, qu'on vous conseille d'emmener en petite quantité suivant la durée de votre séjour, mais qui vont vous permettre de vous auto-soigner quand c'est pas grave et vous savez exactement ce que vous avez besoin et comment faire. Sachant qu'il y a bien des pharmacies et tout ce qui est drugstore au Japon où vous pouvez avoir accès à de l'automédication, mais ça sera pas du tout la même chose qu'en France, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes emballages, etc. Et en général, c'est tout en japonais, évidemment. Donc du coup, quand on n'est pas à l'aise avec la langue et qu'on ne sait pas la lire, c'est compliqué. Après, vous pouvez demander de l'aide au pharmacien ou à la personne à la caisse, mais bon, voilà, vous aurez un conseil plus ou moins approximatif, ça sera plus compliqué. Donc on vous conseille d'emmener tout. Et tous les médicaments que vous allez prendre en cas de traitement de fond, ou de traitement quotidien, il vaut mieux emmener une copie de l'ordonnance. Et si l'ordonnance est en anglais, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez justifier. Alors ça, c'est plus pour les passages à la douane, l'avion, etc. Vous pouvez justifier de pourquoi vous avez des médicaments sur vous. Parce que des fois, on peut vous le demander. Pareil, il vaut mieux prévenir, quoi. Voilà, il faut toujours prévenir. C'est le podcast où on prévient. On l'aura pas mal fait, je pense. Et donc l'assurance voyage, c'est quelque chose qui reste quand même incontournable. Quand vous préparez votre voyage au Japon, il faut au moins se poser la question, contacter votre banque par exemple ou des compagnies d'assurance pour voir ce qui est peut-être le plus envisageable pour vous. Et après, vous faites votre choix. C'est vrai qu'au Japon, on ne court pas de risques particuliers, mais vous avez vu que, comme partout en fait, il peut nous arriver tout et n'importe quoi. Et donc, pour bien réagir en cas d'urgence, le mieux, c'est quand même de bien se préparer. Oui, voilà, d'être le couvert, de savoir comment on est couvert, c'est essentiel avant de partir.
Et ne pas hésiter à être insistant auprès de sa banque pour vraiment avoir les renseignements qu'il nous faut sur toutes les petites lignes justement que l'on ne comprend pas forcément des fois dans ce que couvre la carte bancaire ou autre. Oui. Eh bien, je pense, Marjorie, qu'on aura bien avancé sur ce sujet qui n'était, comme on le disait tout à l'heure, pas le plus distrayant, mais en même temps, c'est vraiment le passage obligé. Oui, voilà, ça reste quand même assez nécessaire, c'est important. Un bon voyage, c'est aussi quand on revient et sans avoir été blessé, sans avoir été malade, ou alors que ça s'est bien passé. On s'est bien soigné et tout va bien. Voilà, c'est qu'on aura tout fait pour que ça se déroule bien. Eh bien Marjorie, je te dis à la prochaine fois, au prochain podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci également pour tout ce que vous nous partagez sur les réseaux sociaux. Les notes 5 étoiles qui nous font toujours plaisir et on vous retrouve le mois prochain. Oui, à bientôt Charlie. À bientôt. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.